Alors, Jean da Silva va nous parler des artistes enseignantes à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en 1972, précisément. Jean da Silva, bonjour. Je ne sais pas, je vous vois pas, mais vous devez être là quelque part. Et professeur émérite à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, université à la vie de laquelle il a pris une part active. Il vient de publier, c'est tout récent, en octobre de cette année aux éditions de la Sorbonne, un ouvrage qui a pour titre Une part de risque, les arts plastiques à l'université Panthéon-Sorbonne, 1969-2019. Nous vous écoutons, Jean da Merci. Silva. Donc, merci beaucoup pour cette invitation, qui me permet d'ailleurs d'aborder un sujet que j'ai évidemment abordé dans mon livre, mais pour des raisons de structure, de façon non spécifique. Et aujourd'hui, je peux l'aborder de façon spécifique. L'institution qui nous intéresse, c'est une unité d'enseignement et de recherche qui a porté différents noms, ce qui ne simplifie pas toujours d'ailleurs son appréhension. Initialement, elle a été fondée en 69, officiellement en 70. Elle porte aujourd'hui le nom d'École des arts de la Sorbonne. Et puis, plus communément, en France du moins, on a tendance à l'appeler tout simplement Saint-Charles, du nom du centre où elle se trouve. Cette institution est un des rares héritages de mai 68, c'est du moins ce qu'il est habituel de dire, et pour une fois, ce n'est pas faux, puisqu'en effet, cette institution est pour partie née de l'action des étudiants et étudiantes qui se sont réunis donc en mai-juin 68 à l'Institut d'art, donc en haut de la rue Michelet. Et vous avez ici d'ailleurs deux étudiants et un étudiant et une étudiante qui d'ailleurs ne sont pas des étudiants en art plastique, mais en musicologie, puisqu'il s'agissait à l'époque de faire une université des arts, selon ces étudiants, qui aurait à minima regroupé ces deux disciplines, sans compter le théâtre et la danse éventuellement. Et les deux bases donc initiales de cette UR art plastique a été en effet l'Institut d'art, puis le Centre Censier. En 72, cette institution a intégré donc un centre qui, à l'époque, comme vous le voyez, avait aucun équipement. C'était tout simplement une usine désaffectée et qui s'est appelée Centre Saint-Charles, qui a pendant plusieurs années ensuite donné communément son nom à cette institution. Immédiatement, entre 72 et 77, on a pu trouver, représenté donc par différents artistes enseignants, l'ensemble des tendances donc, de l'art contemporain de l'époque, l'op art en grand nombre au début, l'art corporel, l'art conceptuel, le cinéma expérimental. Il a trouvé une place très importante, l'art vidéo, la musique, le théâtre, la performance, puis dessin, peinture, gravure. Un enseignement totalement décloisonné qui ne répondait à aucun des critères que l'on pouvait trouver jusque-là, tant du point de vue de la classification artistique, telle qu'elle est présentée ici, que du point de vue de l'organisation des enseignements artistiques, en particulier à l'École des Beaux-Arts. L'instigateur de cette expérience est Bernard Tessèdre, que vous voyez ici en train de poser devant la volonté de puissance de Jean Dubuffet en 1973, et il faut en effet reconnaître que le triumvirat à l'initiative donc de cette institution, Bernard Tessèdre, Bernard Lassus et Pierre Baquet, sont trois hommes, le réseau de sociabilité de l'époque étant essentiellement un réseau masculin, même si un certain nombre de femmes ont pu y trouver leur place. Vous trouverez tout ceci donc dans le livre qui vient d'être imprimé il y a la semaine dernière, donc à la Sorbonne, mais qui ne sera disponible qu'en janvier-février. Si on prend quelques chiffres, ce qui est toujours utile, fin 72, donc avec environ 1000 étudiants, on a 9 enseignants permanents. Et sur ces 9 enseignants permanents, 6 hommes, 3 femmes. Mais il y a 155 enseignants-enseignantes, qui pour l'essentiel donc sont des chargés d'enseignement. Et 26 parmi eux sont des femmes. Sur les 155 enseignants-enseignantes, il y a 44 artistes, plasticiens, plasticiennes. À l'époque, on ne parlait pas d'artistes enseignants, le mot d'artiste étant un petit peu un mot tabou, on parlait de plasticiens et plasticiennes. Et puis, parmi ces 44 artistes, 10 artistes enseignants femmes. En 85, ça a un peu évolué, si ce n'est le nombre d'enseignants permanents,
36 permanents, qui inclut 6 chercheurs et chercheuses du CNRS, aucune femme sur les 12 professeurs, mais un certain nombre de femmes donc dans les autres corps. Par titre de comparaison, aujourd'hui, donc 62 enseignants dans l'option art plastique, puisque l'UFR s'est organisé ensuite en options, dont une option cinéma et différentes options, 84 dans l'ensemble de l'UFR, 26 enseignants permanentes, donc plasticiennes, plasticiennes, et 14 femmes. Donc il y a parité aujourd'hui, dans la mesure d'ailleurs où il y a parité dans l'ensemble donc des disciplines enseignées au sein de l'UFR. Par comparaison, à l'École des Beaux-Arts aujourd'hui, 36 chefs d'atelier, mais 11 femmes. En 72, aucune femme chef d'atelier d'ailleurs aux Beaux-Arts, et la première chef d'atelier est arrivée en 73, et je crois que c'est l'objet de la communication suivante. Excusez-moi. Voilà. On ne comprend pas très bien le fonctionnement de cette institution, et en particulier la place des femmes, d'ailleurs, si on ne tient pas compte de la création d'un collège des plasticiens, soit un groupe d'artistes, pour l'essentiel enseignants plasticiens, donc peinture, sculpture, décoration, mosaïque, dans l'ancienne section architecture, qui avait éclaté donc à partir de décembre 68, donc en 6 unités, puis 8 ensuite, qu'on appelait les unités pédagogiques d'architecture. Ces enseignants, donc plasticiens et non pas architectes, se sont regroupés donc autour de Bernard Lassus pour former une sorte de groupe de pression, et ce collège s'est trouvé partenaire donc de l'université. En 72, on a donc 10 femmes enseignantes, des femmes artistes enseignantes à l'université. Certaines sont membres du collège des plasticiens de l'École des Beaux-Arts, donc des assistantes pour l'essentiel ou assimilées. C'est difficile de déterminer les statuts aujourd'hui. Monique Poncelet, Béatrice Casatsu, Esther Gorbato, Brigitte Flandrin, Michel Taillard, Daniel Obled. Certaines sont des sculpteurs comme Gorbato et Obled qui travaillaient de façon importante. Béatrice Casatsu aussi, comme peintre cette fois-ci, et sculpteur d'ailleurs. Simplement rattachée au collège des plasticiens sans être assistante aux Beaux-Arts, Gisèle Lacroix et Françoise Sadi, et puis en indépendante, Ligia Clark et Xing Mingming. Je vais m'intéresser, et bon, je regrette un petit peu, mais c'est un peu inévitable, à la situation de Ligia Clark. Ligia Clark, donc, qui est arrivée à Paris en 69, au lendemain donc, de sa rétrospective au pavillon brésilien de la Biennale de Venise, avec une exposition-installation qui avait fait beaucoup qui avait un gros retentissement à l'époque, qui s'appelait La maison et le corps, pénétration, ovulation, germination, expulsion. La voici d'ailleurs photographiée ici en 72. En France, son travail était diffusé très rapidement, donc après cette biennale, dans une revue qui s'appelait Robot, qui a connu 4 numéros, dont 2 doubles, ce qui en fait 6, mais il y en a eu 4 en fait, revue fondée par Julien Blaine et Jean Clay. Il est tout à fait. L'organisation du numéro 5-6 est assez intéressant parce qu'on y voit des entrées multiples, unité du champ perceptif, interaction des corps, architecture vivante, pivot humain, pratique tribale, le corps et la maison, sexualité, envahissement du territoire individuel, qui correspond finalement pratiquement à l'organisation des enseignements de l'UFR. Bon, on va y revenir un tout petit peu tout à l'heure. C'est-à-dire qui ne répondent à aucune des catégories donc, que l'on pouvait trouver à l'époque dans les écoles d'art. Il est tout à fait vraisemblable, et c'est Bernard Tesset qui me l'a confirmé, que Ligia Clark soit entrée en contact donc, avec Bernard Tesset, donc, qui à l'époque dirigeait l'UFR, par le biais du critique Jean Clay. C'est un réseau donc, de socialisation masculin, encore une fois, et professionnel, donc entre Jean Clay et Ligia Clark. Ligia Clark, à l'époque, dans Le corps et la maison, un texte 69 paru dans Robot en 71, la seule façon pour l'artiste d'échapper à la récupération, c'est d'essayer de déclencher la créativité générale sans aucune limite psychologique ou sociale. Cela peut paraître aujourd'hui un peu exceptionnel, ce n'était pas dans le cadre de Méfer la plastique. Il y a des textes donc, de Bernard Tessèdre, y compris dans le texte de présentation de cette composante dans le cadre d'une brochure de Paris 1, qui
reprennent des termes analogues. Bon, certes, peut-être de façon moins générale, puisqu'il s'agit de définir un enseignement destiné initialement à former de futurs enseignants du secondaire, mais cette idée de créativité générale, cette idée d'échapper à la récupération, cette idée de dépasser les limites psychologiques et sociales sont une constante dans cette UFR. Alors aujourd'hui, on dit beaucoup Lysia Clark et la Sorbonne. Lorsqu'on lit des articles donc, sur cette période du travail de Lysia Clark, ou de J. Clark en général, elle n'a jamais enseigné à la Sorbonne. Elle a enseigné au Centre Censier à partir de 72. Donc, cette expérience est un peu emblématique. Les étudiants, donc, avaient attaché des élastiques, eux-mêmes noués en filet, et l'exercice consistait donc à s'approcher le plus possible, voire se toucher, voire s'empoigner, tout en maintenant les élastiques donc tendus. Ce qui introduisait donc une sorte de tension entre le désir de s'approcher et la nécessité de maintenir donc ces élastiques tendus. Donc une sorte de contradiction ici, qui faisait que les étudiants aboutissaient à des frôlements censés donc leur faire prendre conscience donc des espaces gestuels interindividuels. Jacques Clark avait déjà commencé les travaux de ce type donc en 69 avec l'architecture biologique donc au Brésil, et on la voit ici sur le côté, et c'est très caractéristique donc de sa posture en tant qu'enseignante, c'est-à-dire à l'extérieur des exercices effectués par les étudiants, comme ici, donc cette fois-ci au Centre Saint-Charles, qui était une usine désaffectée, sans aucun mobilier, sans siège, sans table, pendant environ 2 mois. Et ici, donc, vous avez le même exercice que précédemment, développé donc dans ce centre, qui à l'époque donc était ce qu'on appelle aujourd'hui un squat. Bon, en dehors du fait qu'il était officiel et que l'université invitait les étudiants à venir y suivre des cours sans aucun équipement, ce qui aujourd'hui paraît totalement, évidemment invraisemblable. L'exercice continue en 72-73 sous une autre modalité. Là, bon, je vais très vite. Les étudiants donc ingurgitent une pelote de ficelle de couleur et ensuite la font passer, donc couvert de salive évidemment, sur un étudiant allongé au sol pour ensuite lever cette résille donc, et libérer ainsi donc une sorte de nouvelle naissance. La thématique de la naissance et de l'accouchement est très présente dans ces actions donc, que Lysia Clark a réalisées avec ses étudiants. Quelques performances ont lieu, ou actions ont lieu, donc on appelait ça performance à l'époque, hein, ont lieu donc à l'extérieur, un week-end, à la campagne. Un étudiant noir, d'ailleurs, on l'a vu tout à l'heure, un des rares qu'il pouvait y avoir à l'université en général à l'époque, en particulier dans ce domaine et en particulier au Centre Saint-Charles, et emmailloté donc de papier journal, transporté par ses collègues, et ensuite renaît en quelque sorte de façon à s'intégrer mieux au groupe. En 73-74, changement d'espace, on passe dans une autre partie du bâtiment avec les mêmes types d'exercices. Et puis en 73-74, donc des actions qui font appel à du matériel un petit peu plus sophistiqué. Ici, cette combinaison mesure une poche sur le ventre, et la poche munie donc de différents fruits pour l'essentiel, susceptibles d'être mangés, et c'est une sorte de repas cannibale. Ce qui est intéressant, c'est de voir où elle enseignait. D'abord, elle enseigne en première année, ce qui est assez bon. Aujourd'hui, ce serait totalement inimaginable. Elle intervient dans un enseignement un peu marginal qui s'appelle initiation pédagogique à la pratique des arts plastiques. Il faudrait plutôt dire initiation à la pratique pédagogique des arts plastiques. Enfin bon, c'est l'intitulé de l'époque, et avec un atelier d'expérience et d'analyse sur l'espace corporel. Donc voici ce qu'elle développait à l'époque dans cet enseignement. Et pendant, donc, on voit 2 heures. Et puis l'autre enseignement, c'est introduction à l'histoire et aux méthodes d'analyse des divers arts autres que les arts plastiques, qui sont très vite devenus des cours pratiques, options théâtre, danse, expression corporelle, cinéma, bien sûr, et musique aussi. Et là, c'était donc un enseignement donc, dans le cadre, on peut supposer, de l'expression corporelle. 2 enseignements assez marginaux, donc on va voir que ça glisse. Donc voilà, en 73-74, cette fois-ci, le centre totalement réhabilité, un peu plus confortable, chauffé surtout, ça se voit, à la tenue des étudiants. Et d'ailleurs, l'étudiant logé au sol est cette fois-ci en simple sous-vêtements.
Ensuite, 74-75, là, on change de statut de cours, puisque là, il s'agit de deux enseignements, approche sensorielle du monde environnant, on voit qu'on est très très loin de la classification des beaux-arts, et stimulation à la créativité, qui sont en fait des cours pratiques, des cours dits de séminaire-atelier, où les enseignants sont essentiellement des artistes enseignants. Donc le cours de Jacques Clark passe de cours d'enseignement périphérique à des enseignements centraux. On peut considérer qu'en 1974, c'est lié à l'évolution de l'art. Il y a aussi une autre raison, plus immédiate, mais qui n'est pas sans importance, c'est que le Collège des plasticiens a quitté l'UFR à ce moment-là, une rupture assez cruelle d'ailleurs, et il a fallu trouver des enseignants. Et Bernard Tessel, on a profité à ce moment-là pour faire venir donc dans l'UFR des enseignants très loin du formalisme donc, auquel étaient encore attachés donc, les enseignants du Collège des plasticiens, qui travaillaient beaucoup pour le 1%, c'est-à-dire que c'est des sculptures, des mosaïques, des fresques, ou des peintures murales plutôt, pour liées à des architectures. Et là, sont arrivés à ce moment-là, donc, des gens comme Paul Armangette, Journiac était déjà là, des gens comme Léa Loublin ensuite, et des gens comme Lille Yalter ensuite. Et Madame Lygia Clark, donc, tel que c'est un mot qui est placé sur le programme de l'époque, que j'ai pu retrouver, donc, doit quitter la France en février 1976 pour se faire soigner au Brésil, et malheureusement, elle ne reviendra pas. Elle dit de ses cours, je rencontre pour la première fois les conditions propres à communiquer mon projet avec des jeunes gens que je prépare une année entière. Et on peut même penser que ces cours ont été pratiquement la seule activité artistique qu'elle a pu conduire pendant ces années-là. Je n'ai pas pu, en raison de la situation sanitaire, poursuivre les recherches de façon plus précise, mais elle occupait manifestement un appartement et non pas un atelier à l'époque. Ses étudiants étaient assez divers et on a plusieurs témoignages aujourd'hui, même de nombreux témoignages aujourd'hui. Le témoignage le plus, peut-être un des témoignages éloquents, celui de Michel Durand, qui a fondé ensuite la galerie Durand-Dessert, donc avec sa compagne, qui dit aujourd'hui, je prenais plutôt ce qu'elle faisait faire comme une façon de nous former, de nous rendre perceptibles l'activité qu'elle faisait elle. Je n'ai jamais pensé que l'on faisait des œuvres d'art nous-mêmes, j'ai toujours pensé qu'elle nous faisait prendre conscience de notre corps et de nos instincts. Toujours Michel Durand, Lygia Clark prenait beaucoup de plaisir à nous mettre dans des situations qui étaient un petit peu point de suspension. Deux ou un, je n'ai pas très bien compris, parce que Michel Durand ne s'exprime pas toujours de façon très tonique. Deux ou un garçon, une fille. Et puis, j'ai pu m'entretenir donc avec Gaëlle Basser, une de ses étudiantes, donc, qui, au téléphone, il y a un an maintenant, qui a conclu un petit peu notre entretien par « ça avait un côté secte ». Donc, qu'est-ce qui se passe dans ces cours de Lygia Clark? Bon, l'enseignement des beaux-arts, tel qu'il est encore actif à l'époque, on peut considérer que les élèves y produisent des œuvres à l'image de celles du maître. Bon, ça commence à changer, évidemment, un petit peu à ce moment-là, et l'enseignant donc fait office de maître et de modèle. L'enseignement de Lygia Clark pour un autre biais. Les étudiants participent à l'œuvre du professeur, c'est ce que nous dit Michel Durand, et y trouvent un accomplissement personnel, c'est-à-dire l'enseignante est à la fois guide et artiste. On est dans une mouvance ici, qu'on pourrait retrouver d'ailleurs éventuellement chez quelqu'un comme Beuys, mais ici particularisé, du côté de l'étudiant, il va y trouver un art de soi, il va y trouver une libération de soi, un certain accomplissement et un développement de sa créativité. Et de l'enseignant, du côté enseignant, il s'agit finalement de ce que l'on dirait aujourd'hui prendre soin. Il est vrai qu'à l'époque, donc, c'est-à-dire amener l'étudiant à prendre conscience de soi. À l'époque, bon, on le sait, Lygia Clark suivait une psychanalyse avec Jacques Félida, et on peut penser que cette activité, et son analyse d'ailleurs, était l'essentiel de son activité entre enseignement et analyse, donc, dans ces années 70. C'est dans Preuve que l'on trouve certainement le texte qui rencontre assez précisément et au mieux d'ailleurs de cette activité d'enseignante. Le caractère politique et social de mon travail devient pour moi évident puisqu'il s'effectue à partir d'une libération de l'homme, à partir de la suppression d'une répression, puisque le participant y retrouve une énergie sensorielle
qui avaient été volontairement anesthésiées par nos habitudes sociales, ces expériences avaient un impact révolutionnaire. Là encore une fois, ce ne sont pas des propos qui, dans le contexte donc de l'UR d'art plastique de l'époque, sont euh, sont totalement étrangers. Ce qu'on peut remarquer, donc, c'est qu'elle n'établit pas de séparation entre enseignement et œuvre. Les expériences conduites avec les étudiants sont libératrices pour eux-mêmes, libératrices, mais en tant qu'ils prennent part à l'œuvre de Ligia Clark. Peut-être le sentiment, en effet, de côté secte qu'ont pu ressentir certains étudiants, même s'ils ont été extrêmement actifs. Alors, ce type d'attitude n'avait rien d'étonnant dans le contexte de l'époque. Ici, on voit donc toujours dans le même lieu, le centre Saint-Charles, donc la guillotine qu'avait installée Michel Journiac, son fameux piège pour l'exécution capitale, qui, non pas dans le cadre d'un cours, mais marginal au cours, mais à l'époque, le cours hors cours, les limites entre le cours et le non-cours étaient souvent extrêmement ténues. Et on voit ici, donc, au cours de cette soirée, que chaque étudiant passe donc sur la bascule donc, de la guillotine. Donc, le cours de Ligia Clark, d'ailleurs, est passé, non pas inaperçu, mais, disons, était tout à fait cohérent avec ce qui pouvait se passer par ailleurs donc, au sein de cette UFR. La particularité peut-être, mais dont on n'était pas vraiment conscient à l'époque, et là, c'est là qu'on voit comment les choses peuvent se reconstruire rétrospectivement, c'est la place des marqueurs genrés, ce que j'appelle les marqueurs genrés et sociaux de la féminité dans l'art, dont on commence à avoir conscience aux États-Unis dans les années 60, en particulier en 66, avec l'exposition Another Abstraction, organisée par Lucie Lippard, et qu'à l'époque, on pouvait éventuellement comprendre comme étant des marqueurs de la féminitude, pour reprendre le terme de Xavier Gauthier, par des matériaux, le tissu, des liens, le tissage, par des thématiques, l'organicité du corps, bon, la salive, l'intériorité du corps, et puis aussi par le prendre soin, par cette attention particulière portée aux autres. La féminitude, donc, c'est un concept donc, établi par Xavier Gauthier, qui désigne donc un mode de désir et d'action sur le monde qui appartiennent en propre, sans être le facile complément, le reflet aux femmes peut-être, sans être le facile complément, le négatif affectif de celui du mâle. Un sexe différent qui ne soit pas nécessairement le deuxième sexe. Il faut rappeler que Xavier Gauthier enseignait à l'UR des arts plastiques dans le même temps, de 71 à 77, mais à ma connaissance, il n'y a pas eu d'interconnexion entre eux, autre que par le biais des étudiants, bien sûr, entre Xavier Gauthier et Ligia Clark. Mais c'est de cette façon que pouvait être donc compris, au moment de ce féminisme qu'on peut appeler pré-genré, ou antérieur au développement de la notion de genre, tel qu'il pouvait être compris à l'époque dans le cadre donc de cette institution assez particulière. Ce qui veut dire qu'il faudrait adopter un point de vue élargi si on veut bien mesurer ce qui se passe. Et c'est pourquoi je vais me référer à une autre enseignante artiste qui s'appelle Françoise Sadi, totalement inconnue cette fois-ci, mais qui a été extrêmement active au sein de l'UR. On voit ici, d'ailleurs, on la voit ici entourée donc d'étudiants et d'étudiantes en 73-74, donc simultanément, et au moment où elle enseignait, d'ailleurs, dans le même outil d'enseignement que Ligia Clark. Ces étudiants... Jean, je me permets juste, on ne va pas avoir beaucoup de temps pour les questions, il faudrait Oui, peut-être conclure donc ou accélérer. les parcours sont assez différents, puisque Françoise Sadi est née à Maubeuge, d'un père agent d'enregistrement au service des impôts. Elle rentre à l'école donc de Valenciennes, puis aux Beaux-Arts de Paris, puis elle intervient un petit peu à l'école spéciale d'archi, et elle rentre à l'UFR, elle fait toute sa carrière à l'UFR. Chez Ligia Clark, donc, Ligia Clark, on sait qu'elle est issue donc, de l'élite économique et politique de Minas Gerais au Brésil. Son grand-père avait été sénateur, elle a épousé à 18 ans un entrepreneur de bâtiments de Rio, elle est mère de 3 enfants, elle divorce en 1947, et elle s'installe à Rio donc, pour entamer une carrière artistique.
L'enseignement de Lydia Clark est résolument novateur. Il n'y a pas d'équivalent en France. Celui de Françoise Sadie ne l'est pas moins. Quand elle a donné son cours de dessin, d'ailleurs à l'école d'archi, on y a mis fin assez vite, parce que ça ne correspond pas du tout aux attentes de l'époque. Mais on a des stratégies de notoriété divergentes. François Sadie n'a jamais exposé. Lydia Clark a une volonté de faire archive. Et c'est d'ailleurs le seul enseignement aujourd'hui archivé donc de l'UFR qui a été extrêmement chiche en ce qui concerne sa documentation. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on a pu reconstituer au Musée d'Art moderne, au moment de la rétrospective Lydia Clark, donc les séquences de son enseignement, mais cette fois-ci sous forme de performance avec public, ce qui avait manifestement rien à voir, bien sûr, avec la finalité de son enseignement. Donc, pour conclure, si l'on veut aujourd'hui aborder à la fois la question des artistes enseignants et aussi la question donc, des femmes artistes enseignantes qui, dans les structures d'enseignement de l'époque, même déstructurées, étaient non pas marginalisées, mais ne pouvaient guère, pour des raisons institutionnelles et des réseaux et la structure des réseaux donc, de sociabilité, se trouvaient malgré tout marginalisées. Il est nécessaire donc d'élargir notre point de vue, à la fois au rapport entre enseignants et étudiants, entre enseignantes elles-mêmes, et puis entre enseignantes donc, et institutions. Donc il faudra peut-être sortir de l'histoire de l'art et de l'héroïsation qu'effectue l'histoire de l'art en voulant trouver absolument de grands artistes, et ce qui fait que souvent d'ailleurs on a un peu tendance à considérer que le grand artiste est un grand enseignant, ce qui, si l'on suit le parcours de certains enseignants de l'UR, n'est absolument pas le cas. C'était le cas de Lydia Clark, mais ce n'est pas le cas de tous, bien sûr. Et je m'arrête ici, merci. Merci beaucoup pour cette intervention. Alors, vous pouvez poser des questions via le chat. Il y en a une qui vient d'arriver. Bonjour et merci, donc qui est de Sandra Vigny. Bonjour et merci pour ce colloque. Sera-t-il possible d'avoir une trace des interventions? Ah oui, ça, on peut peut-être y répondre du côté de... tout est enregistré hein, et sera sur le site de WER et le site de l'école des chartes. Moi, j'ai une question puisque vous avez mis en relation les trajectoires de deux enseignantes. Est-ce qu'elles sont entrées en relation? Enfin, vous parliez de réseaux de sociabilisation très masculins. Est-ce qu'au sein de ce centre Saint-Charles, les artistes enseignantes femmes, justement, ont créé du lien? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ce qu'on appelle aujourd'hui de la sororité, mais est-ce que ça existait à l'époque? C'est assez difficile de répondre à cette question. Certaines femmes ont travaillé en binôme, Sadie et Lacroix, par exemple. Bon, l'une peintre, l'autre sculpteur. Donc, il y avait, beaucoup d'enseignants intervenaient en binôme. Il y a eu quelques binômes féminins, en particulier celui-ci, mais qui n'a malheureusement duré que 2 ans. On ne peut pas dire, alors, pour des raisons assez complexes. D'une part, Xavier Gauthier, par exemple, était théoricienne, Françoise Sadie était plasticienne. Lydia Clark appartenait résolument au réseau artistique, Françoise Sadie, pas du tout. Et donc, elle-même était présente dans des réseaux parallèles, en quelque sorte. Et au sein de la composante, au sein de l'UFR, il n'y a guère eu des relations d'échanges d'expériences entre femmes qu'à partir de 77, et de façon assez marginale. C'est dû peut-être à la structure universitaire qui, alors que la structure était très éclatée à l'UFR, était toujours persistante, à des structures de carrière. Mais il est vrai, bon, il y a eu des duos, il y a eu le duo Nathalie Raymond, Raymond Malochet, par exemple, Sadie Lacroix, en effet. Mais il faut savoir que ce qu'on peut appeler, disons, une conscience féministe était présente chez des individus au sein de la composante, mais absolument pas présente collectivement. Ça ne s'apparaîtra vraiment qu'à partir de 77, essentiellement d'ailleurs autour de l'action de Katerina Tomadaki,
lorsqu'elle publie donc avec Maria Clonaris donc son manifeste, manifeste pour manifeste pour une féminité, pour un cinéma, pour un cinéma féminin, non, excusez-moi, pour manifeste pour un cinéma autre, un cinéma, une féminité féminine, un cinéma féminin. Donc, ça n'apparaît que dans ces années-là, quand d'ailleurs des étudiantes, elles, certainement beaucoup plus actives finalement que les enseignantes du point de vue du féminisme, se regroupaient à partir de 77, donc dans des réunions non mixtes d'ailleurs, et développaient à ce moment-là les actions féministes. Merci pour cette réponse. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de questions et je ne pense pas qu'on va pouvoir toutes les prendre vu le temps que nous avons. Il y a une question de Clélia Barbu à laquelle vous pouvez répondre, je pense, assez vite. Bonjour, je vous remercie. Est-ce que les photographies des cours actions de Lygia Clark et de Michel Journiac que vous avez commentées viennent toutes des archives de l'école des arts de la Sorbonne? Et peut-être vous pouvez aussi, puisqu'il y avait une autre question, mais elle a étrangement disparu, sur les textes qui existent des artistes évoqués, sur les sources en fait qui existent sur ces trajectoires d'artistes enseignantes. La réponse est assez simple. En dehors de mes archives, il n'y a pas d'archives. Donc, pour Lydia Clark, sa documentation est présente dans sa fondation, donc elle est facile à trouver. Je pense d'ailleurs que c'est elle qui prenait les photographies. Et là, c'est une question qui reste en suspens et qui n'est pas inintéressante du point de vue de la relation enseignante-étudiant. Et puis pour Michel Journiac, c'est ma documentation personnelle. Il se trouve que j'ai fait beaucoup de photographies à l'époque, dans le centre, et qu'un camarade aussi. Photographies de la guillotine d'ailleurs sont de ce camarade. Malheureusement, donc je pense que le petit livre que je viens d'écrire peut apporter beaucoup d'éclaircissements. Et je suis en train de collecter encore ce que je peux d'archives, mais je crois qu'il n'y en aura pas beaucoup d'autres. Et les textes sont très parcimonieux. C'est tout à fait étonnant, mais c'est bien le cas. Si ça fait une trentaine de pages, c'est le grand maximum. Merci beaucoup. Une toute dernière question pour Jean Delény. La question de l'accomplissement personnel me semble importante pour l'époque et encore plus pour la question d'un enseignement féministe. Est-ce que cette idée était présente chez Lygia Clark? Ah, certainement, oui. Si on lit l'article de preuve, d'abord, premièrement, c'était quand même, il faut le reconnaître dans le cadre de cette composante, quelque chose de relativement banal. Bon, l'idée de la création comme accomplissement de soi n'était pas une chose, et liée d'ailleurs souvent à une absence de production. C'est-à-dire qu'il s'agit de s'accomplir dans des actes qui étaient de nature artistique, mais sans qu'il y ait pour autant de production. C'est-à-dire qu'il y avait une sorte de gratuité donc, de l'acte, parce que cet acte visait avant tout donc, un art de soi, et essentiellement développer sa créativité, mais sans nécessairement que cette créativité débouche sur une production concrète. D'où d'ailleurs l'absence d'archives, parce que cette composante était anti-art, anti-production, et donc il a été d'ailleurs très, très difficile d'instaurer un simple lieu d'exposition dans cette institution. C'était quelque chose qui était contesté, on ne voulait pas montrer. Et donc ne restait en effet que l'accomplissement personnel. Et j'ai beaucoup de témoignages d'anciens étudiants qui ont vécu, jusque dans les années 80, ce passage donc, dans cette institution comme tel. C'est-à-dire comme étant le lieu où ils ont pu trouver donc l'occasion par des rencontres avec des enseignants, avec d'autres étudiants, donc de s'accomplir. Merci beaucoup. En fait, je crois que c'était une question de Déborah, mais comme elle m'est renvoyée, enfin voilà, c'est difficile de trouver la source. On va clore là. Merci beaucoup. Il y a peut-être juste un petit commentaire que je peux vous transmettre. Une Roxane qui regrette qu'il y ait eu beaucoup de noms d'artistes masculins et d'œuvres d'hommes dans une conférence qui visait à mettre en valeur les créatrices femmes. Les statistiques sont là, hein. Et puis je crois qu'on ne peut pas faire l'histoire des artistes femmes sans tenir compte précisément de la présence des hommes et de leur réseau. Il est vrai que le réseau des artistes plasticiens était un réseau masculin. Et donc, si on veut vraiment comprendre la place et comment ces femmes
peu nombreux dans un premier temps. Il y en avait donc 14 sur 51, oui, 10 sur 44. Donc je ne peux pas en citer plus de 10, et je les ai toutes citées. 10 sur 44, donc en 72. Et je crois que c'est précisément ces jeux de pouvoir. Euh, Comment les femmes ont pu réussir, dont certaines artistes femmes ont réussi à s'immiscer donc cette communauté essentiellement masculine, d'autant plus que c'était des plasticiens qui intervenaient dans les milieux d'architecture. Cela dit, il y avait quand même plus d'artistes femmes euh, au sein de l'UFR que de femmes universitaires, proportionnellement. C'est un des paradoxes. Merci beaucoup. On va voir ce qu'il en est maintenant aux Beaux-Arts de Paris, donc situation que vous avez un peu évoquée. Déjà,